En 1921, Carl Jung a écrit quelque chose que peu de chercheurs ont osé citer. Il a déclaré que le type intuitif introverti était condamné à être mal compris. Pas parfois, pas occasionnellement. Condamné, comme si c'était une sentence. Comme si l'incompréhension faisait partie de l'ADN de cette personne. Quand j'ai lu ça pour la première fois, j'ai eu un frisson. Parce que Jung ne faisait pas une simple observation. Il révélait une vérité que la psychologie moderne a encore du mal à accepter. Une vérité sur ces individus qui perçoivent le monde d'une manière si singulière. Et maintenant, plus d'un siècle plus tard, les neurosciences, avec Huberman et les recherches menées à Stanford, Harvard et d'autres institutions, ça prouve que Jung avait raison, qu'il existe des cerveaux qui traitent la réalité de manière fondamentalement différente et que ces personnes, estimées à 1,4 milliard dans le monde, passent leur vie entière avec le sentiment que personne ne les comprend vraiment. Si vous avez déjà essayé d'expliquer ce que vous ressentez et réalisé que les mots ne suffisaient pas. Si vous avez déjà croisé le regard de quelqu'un et su que, même en disant la vérité, cette personne ne comprenait pas ce que vous essayiez de lui communiquer. Cette vidéo va changer la façon dont vous percevez votre propre esprit. Dans les prochaines minutes, je vais révéler ce que Jung a découvert sur le cerveau de ceux qui sont nés différents. Et plus important encore, je vais vous montrer ce que Huberman et les études de neuroimagerie les plus récentes ont prouvé concernant l'amygdale, le cortex préfrontal, et les réseaux neuronaux qui font que certaines personnes ne peuvent tout simplement pas être comprises par le monde, par le commun des mortels. Si ce genre de contenu vous intéresse, abonnez-vous maintenant. Je vous propose des liens entre Jung et Huberman que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Des perspectives uniques pour comprendre la complexité de l'esprit humain. Jung a identifié 8 types psychologiques dans son livre « Type psychologique » de 1921. Mais il a été très clair en affirmant qu'un de ces types était particulièrement problématique. Pas problématique au sens de défectueux, problématique au sens de difficile à traduire dans le monde extérieur. Ce type, c'était l'intuitif introverti. Jung décrivait cette personne comme quelqu'un qui voit des choses que les autres ne voient pas, qui perçoit des schémas, des connexions et des significations qui échappent complètement à la majorité, qui a une relation si profonde avec son monde intérieur qu'elle semble souvent déconnectée du monde extérieur. Un observateur du monde intérieur. Et voici le problème que Jung a identifié. Quand l'intuitif introverti essaie de parler de ce qu'il perçoit réellement, presque personne ne comprend. Il est mal interprété. Et c'est pourquoi ces individus apprennent à garder les choses pour eux, à intérioriser. Jung n'était pas en train de faire de la poésie. Il décrivait un schéma qu'il avait observé chez des centaines de patients au fil des décennies. Des personnes brillantes, perspicaces, profondes, qui vivaient dans un état chronique d'isolement, non pas par choix, mais par impossibilité de communication. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Combien de fois avez-vous déjà essayé d'expliquer quelque chose qui vous semblait si évident, mais que l'autre personne ne parvenait tout simplement pas à saisir? Combien de fois avez-vous abandonné au milieu de l'explication parce que vous avez réalisé que vous parliez une langue que personne autour de vous ne parlait? Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la neurologie. Des études récentes de neuroimagerie ont révélé quelque chose que Jung avait intuité il y a plus d'un siècle. Le cerveau des personnes hypersensibles, qui comprend une grande partie des intuitifs introvertis, fonctionne de manière structurellement différente. L'amygdale, cette région du cerveau responsable du traitement des émotions comme la peur, l'anxiété et la vigilance, montre une plus grande activation chez ces personnes, lorsqu'elles sont exposées à des images négatives ou émotionnellement chargées. L'amygdale de ces personnes s'active avec beaucoup plus d'intensité que celle des personnes ayant une sensibilité commune. Mais voici le détail que la plupart des vidéos sur le sujet ignorent. Si la personne hypersensible a eu une enfance avec un soutien émotionnel adéquat, une autre région du cerveau s'active également avec l'amygdale, le cortex préfrontal dorsolatéral, responsable de la régulation émotionnelle. Cela signifie que les personnes hypersensibles, avec des enfances nourrissantes, développent un système neural qui à la fois ressent intensément et régule cette intensité. C'est un cerveau plus complexe, pas défectueux.
complexe. Mais la plupart des personnes hypersensibles n'ont pas eu ce soutien dans leur enfance. Et là, on entre en territoire dangereux, quand l'amygdale hyperactive n'est pas accompagnée d'un cortex préfrontal bien développé. La personne vit dans un état d'hypervigilance constante. Elle capte tout, chaque micro-expression, chaque changement de ton de voix, chaque énergie de l'environnement. Et elle ne parvient pas à filtrer, elle ne parvient pas à ignorer, elle ne parvient pas à déconnecter. Et c'est ce qui fait que ces personnes paraissent étranges aux autres. Elles répondent à des stimuli que personne d'autre ne perçoit. Laissez-moi vous raconter ce que Huberman a expliqué sur la façon dont la perception fonctionne dans le cerveau. Il a dit que la perception est la capacité de prendre ce que nous ressentons, de se concentrer dessus et de lui donner un sens. La perception, ce sont essentiellement toutes les sensations auxquelles nous prêtons attention à un moment donné. Maintenant, pensez à cela dans le contexte du cerveau hypersensible. Alors que la personne moyenne prête attention à 5 ou 10 stimuli de l'environnement, la personne avec une sensibilité élevée en capte 50, 100, 200 simultanément. Et elle n'a pas choisi cela. Elle est née ainsi. Les recherches montrent que de multiples régions cérébrales sont activées dans une plus grande mesure chez les personnes hypersensibles. Le précuneus, responsable de l'auto-représentation mentale, les cortex sensoriels, responsables de la perception, le cortex singulaire, responsable de l'attention, le cortex préfrontal, responsable du traitement cognitif, le gyrus frontal inférieur, responsable de l'inhibition de la réponse, le claustrum, responsable de l'intégration sensorielle, l'insula, responsable de l'interoception et de l'empathie, l'amygdale et l'hippocampe, responsable de l'émotion et de la mémoire. Toutes ces zones travaillant à plein régime, toutes en même temps, maintenant. Vous comprenez pourquoi ces personnes se sentent épuisées dans les environnements sociaux? Pourquoi elles ont besoin de plus de temps seules pour récupérer de l'énergie? Pourquoi elles semblent tout traiter avec une profondeur que les autres trouvent exagérée ou dramatique? Ce n'est pas du drame, c'est de la neurochimie. Et voici la partie qui m'a vraiment impressionné quand j'ai étudié cela. La recherche indique que les personnes hypersensibles expérimentent plus d'activité dans les régions cérébrales associées à la profondeur du traitement, à la pensée réflexive, au contrôle cognitif et à la conscience. Profondeur de traitement, c'est la clé. Alors que la plupart des gens traitent les informations à un niveau superficiel, rapide, automatique. Le cerveau hypersensible va plus loin. Il ne peut pas ne pas aller plus loin. Il est programmé pour l'analyse profonde, et cela a un coût. Parce que quand vous traitez tout en profondeur, vous voyez des choses que les autres ne voient pas. Vous percevez des contradictions que les autres ignorent. Vous sentez des tensions que les autres n'enregistrent même pas. Et quand vous essayez de communiquer ces perceptions, vous passez pour quelqu'un d'étrange, d'exagéré, de compliqué. Carl Jung l'a parfaitement compris, quand il a écrit que le type intuitif introverti voit des choses tellement inhabituelles qu'il n'aime pas en parler. Et quand il en parle, il est mal compris. Le super thanks que vous voyez là en bas, ce n'est pas juste un soutien financier. C'est votre façon de dire que cette connexion entre Jung et les neurosciences, ça compte. Que vous voulez plus de révélations comme celle-ci. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous financez la recherche, des heures d'études, reliant la psychologie profonde aux neurosciences, un contenu que l'Académie maintient séparé, mais qui devrait être uni. Chaque Super Thanks me permet d'aller plus loin dans ces connexions et de vous apporter plus de vérité que peu osent révéler. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose qui va changer votre perspective. Jung n'a pas seulement décrit le type intuitif, introverti. Il a expliqué pourquoi ce type est si difficile à comprendre. Le type intuitif introverti peut être un artiste, un voyant ou un excentrique. Il a un idéal visionnaire qui révèle des choses étranges et mystérieuses. Ce sont des personnes énigmatiques, comme venues d'un autre monde, qui se tiennent à l'écart de la société commune. Ils ont peu d'intérêt à expliquer ou à rationaliser leur vision personnelle, se contentant seulement de la proclamer. Et en partie à cause de cela, ils sont fréquemment mal compris
Vous avez lu ça? Se contentant seulement de la proclamer. C'est la clé. L'intuitif introverti ne cherche pas à convaincre qui que ce soit. Il partage simplement ce qu'il voit. Et quand les autres ne comprennent pas, il ne ressent pas le besoin d'expliquer davantage, parce qu'il sait déjà que l'explication ne fonctionnera pas. Et cela crée un cycle. La personne partage une perception profonde. Les autres ne comprennent pas. La personne arrête de partager. Les autres trouvent à la personne froide, distante, arrogante. La personne s'isole davantage et le fossé se creuse. Maintenant, pensez à cela d'un point de vue neurologique. Le cerveau hypersensible est déjà surchargé en traitant les informations. Quand il essaie de traduire ses perceptions complexes en mots simples, il y a une perte massive d'informations. C'est comme essayer de décrire une symphonie en utilisant seulement 3 notes. Et quand la personne voit que la traduction a échoué, elle abandonne simplement. Pas par paresse, par économie d'énergie. Parce qu'expliquer, c'est épuisant. Quand vous savez que ça ne va pas fonctionner, des recherches sur la connectivité cérébrale au repos ont montré quelque chose de fascinant. Les personnes hypersensibles présentent une connectivité accrue au sein des réseaux d'attention ventrale, d'attention dorsale et du réseau limbique. Mais voici le détail crucial. Elles montrent également une connectivité plus faible entre l'amygdale et la substance grise périaqueducale, qui est importante pour la modulation de la douleur et de l'anxiété, et une connectivité plus faible entre l'hippocampe et l'insula, impliqués dans le traitement cognitif habituel. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Cela signifie que le cerveau hypersensible ne peut pas créer d'habitude. De la même manière que le cerveau commun, chaque expérience est traitée comme si elle était nouvelle. Chaque stimulus est analysé en profondeur. Il n'y a pas le pilote automatique que la plupart des gens utilisent pour naviguer au quotidien. Et cela explique pourquoi les personnes hypersensibles rapportent une surstimulation et une plus grande anxiété. Elles traitent littéralement plus d'informations, avec moins de capacité à automatiser les réponses. Mais voici la partie que Andrew Huberman mentionne rarement, mais que Carl Jung avait prédite avec une précision impressionnante. Le cerveau hypersensible ne se contente pas de traiter plus d'informations. Il traite l'information différemment, alors que le cerveau neurotypique catégorise rapidement et passe à autre chose. Le cerveau hypersensible recherche des connexions, des schémas, des significations plus profondes. Jung a appelé cela la fonction inférieure. Il a expliqué que chaque type psychologique a une fonction dominante et une fonction inférieure, qui opère de manière plus primitive et inconsciente. Pour l'intuitif introverti, la fonction inférieure est la sensation extravertie. Cela signifie que la personne qui vit dans le monde des possibilités internes a des difficultés avec les détails pratiques du monde extérieur, et cela crée une dissonance constante. La personne perçoit des schémas cosmiques, mais oublie où elle a mis ses clés, voit des connexions entre des idées distantes, mais a du mal à suivre une conversation superficielle. Comprend l'essence d'une personne en quelques secondes, mais ne parvient pas à se souvenir des noms et des dates. Les autres voient cela comme de la distraction, de la désorganisation, un manque de praticité. Mais ce qui se passe réellement, c'est une allocation différente des ressources cognitives, et les neurosciences sont en train de le prouver. Des études montrent que le Default Mode Network, le réseau cérébral actif pendant la pensée introspective et l'autoréflexion, opère différemment chez les personnes hypersensibles. Ce réseau est plus connecté, plus actif, plus intégré avec d'autres réseaux cérébraux. Cela signifie que la personne hypersensible est constamment en mode de réflexion profonde, même lorsqu'elle semble simplement assise en silence. Revenons à Jung. Il a décrit 4 fonctions psychologiques principales. Sensation et intuition sont des fonctions perceptives, non rationnelles. Pensée et sentiment sont des fonctions de jugement, rationnelles. L'intuitif introverti a l'intuition comme fonction dominante, et elle est dirigée vers l'intérieur. Cela signifie que cette personne capte constamment des schémas et des possibilités du monde intérieur, de l'inconscient, de ce qui ne s'est pas encore manifesté. Et Jung était très clair sur une chose. L'intuition, c'est la perception via l'inconscient, utilisant la perception sensorielle uniquement comme point de départ. Elle fait remonter des idées, des images,
des possibilités, des issues à des situations bloquées, par un processus qui est majoritairement inconscient. La personne ne sait pas expliquer comment elle est arrivée à cette conclusion. Elle le sait simplement. Et quand elle essaie d'expliquer, l'explication semble incomplète, vague, mystique, et les autres ne font pas confiance à ce qu'ils ne peuvent pas comprendre logiquement. Maintenant, connectons cela avec ce que Andrew Huberman enseigne sur la neuroplasticité. Il explique que la neuroplasticité est une caractéristique incroyable de notre système nerveux, qui lui permet de changer en réponse à l'expérience. C'est possiblement l'un des aspects les plus importants de notre biologie. Mais voici le problème. La neuroplasticité requiert une attention focalisée, et la personne hypersensible a du mal à se concentrer, parce qu'elle capte tout en même temps, alors que la personne commune peut facilement diriger son attention vers une tâche et développer de nouveaux circuits neuronaux grâce à la pratique répétée. La personne hypersensible est constamment tirée dans de multiples directions, par tous les stimuli qu'elle perçoit, et cela affecte la capacité de changement, non pas parce que la personne ne veut pas changer, mais parce que le mécanisme même du changement requiert un type de concentration que le cerveau hypersensible a du mal à maintenir. Et c'est là que les conseils génériques de développement personnel échouent lamentablement pour ces personnes. Simplement concentre-toi. Simplement ignore les distractions. Simplement sois plus pragmatique. Ces conseils présupposent un cerveau neurotypique, un cerveau qui peut facilement filtrer les stimuli et diriger son attention. Mais pour le cerveau hypersensible, c'est comme demander à un poisson de marcher. Il n'a simplement pas été construit de cette façon. Laissez-moi vous parler d'une étude qui m'a vraiment impressionné. Des chercheurs ont découvert que lorsque les personnes hypersensibles voient des images de leurs partenaires romantiques souriants comparées à des images d'inconnus souriants, elles montrent une activation significativement plus importante dans les régions du cerveau associées à l'empathie, à la conscience et à l'intégration de l'information sensorielle. Et ceci comparé à des personnes de sensibilité commune regardant les mêmes images. Qu'est-ce que cela révèle? Que la personne hypersensible ne fait pas que ressentir plus. Elle traite l'information à un niveau complètement différent. Chaque interaction sociale est une expérience immersive. Chaque connexion émotionnelle est profonde, et quand cette profondeur n'est pas réciproque, la douleur est aussi proportionnelle. Laissez-moi vous expliquer quelque chose que la plupart des psychologues ne comprennent pas, et que les neurosciences commencent à confirmer. La personne hypersensible ne choisit pas de ressentir profondément. Son cerveau est configuré pour cela depuis la naissance. Et quand elle se connecte avec quelqu'un, quand elle ouvre son monde intérieur à une autre personne, elle fait un investissement neurobiologique massif. L'ocytocine, l'hormone de la connexion, est libérée en quantité plus importante. La dopamine crée des chemins de récompense plus profonds. Le cortex préfrontal forme des cartes relationnelles plus complexes. Et quand cette connexion est rompue ou non réciproque, le cerveau vit cela comme une blessure littérale. Des études de neuroimagerie montrent que la douleur du rejet active les mêmes régions cérébrales que la douleur physique. Et pour le cerveau hypersensible, cette activation est amplifiée. Et c'est pourquoi les personnes hypersensibles ont besoin de plus de temps pour se remettre de relations. Ce n'est pas du drame, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la neurochimie. Andrew Huberman parle beaucoup de régulation nerveuse, de comment le système nerveux peut être entraîné à mieux gérer le stress. Mais ce qu'il ne mentionne pas, c'est que le système nerveux de la personne hypersensible commence déjà dans un état d'activation plus élevé. La base de référence est déjà différente, alors que la personne neurotypique peut utiliser des techniques de respiration pour revenir à sa base de référence en quelques minutes. La personne hypersensible peut avoir besoin d'heures, voire de jours, pour traiter complètement une expérience émotionnellement intense. Et ce n'est pas un défaut, c'est une conception. Carl Jung a écrit quelque chose à ce sujet que peu de personnes connaissent. Il a dit que le type sentiment introverti, qui se superpose fréquemment avec le type intuitif introverti, a des sentiments profonds, passionnément intenses, qui peuvent accompagner des tendances religieuses ou poétiques secrètes,
mais extérieurement. L'apparence est fréquemment neutre, froide et dédaigneuse. Et c'est exactement ça. La profondeur est là. Mais l'expression externe ne correspond pas. Et les autres ne voient que la surface et jugent en fonction de celle-ci. Combien de fois avez-vous été traité de froid alors qu'en réalité vous ressentiez intensément, mais ne saviez simplement pas comment exprimer? Combien de fois votre silence a-t-il été interprété comme un désintérêt, alors qu'en réalité, c'était un traitement profond? Cela arrive parce que l'expression émotionnelle requiert une traduction. Et pour le cerveau hypersensible, cette traduction est complexe. L'expérience interne est tellement riche, tellement multidimensionnelle, que toute tentative de verbalisation semble inadéquate. Il vaut mieux rester silencieux que d'être mal compris. Mais le silence a aussi un coût. Isolement, solitude, la sensation que vous existez sur une fréquence que personne d'autre ne capte. Les chercheurs estiment qu'environ 20% de la population mondiale possède le trait de sensibilité de traitement sensoriel élevé. Cela donne approximativement 1,4 milliard de personnes. 1,4 milliard de personnes qui traitent le monde différemment, qui ressentent plus profondément, qui perçoivent plus de détails, et qui se sentent fréquemment aliénés dans un monde qui semble fait pour les cerveaux neurotypiques. Carl Jung avait raison il y a plus de 100 ans, et les neurosciences sont en train de le prouver finalement. Mais voici la partie dont personne ne parle. Cette sensibilité élevée n'est pas seulement un fardeau, c'est aussi une capacité extraordinaire. Des recherches montrent que les personnes hypersensibles prennent de meilleures décisions parce qu'elles traitent plus d'informations avant d'agir. Elles sont plus empathiques parce qu'elles captent des nuances émotionnelles que d'autres ignorent. Elles sont plus créatives parce qu'elles voient des connexions que d'autres ne perçoivent pas. Le même cerveau qui cause l'épuisement et la surexcitation est aussi capable d'insights profonds, de connexions significatives et de contributions uniques au monde. Le problème n'a jamais été le cerveau. Le problème a été d'essayer de faire fonctionner ce cerveau comme les autres, d'essayer de faire entrer une expérience tridimensionnelle dans un monde qui opère en 2 dimensions. Carl Jung le savait. Il a écrit que le type intuitif introverti peut être un artiste ou un voyant, quelqu'un qui apporte des visions du monde intérieur au monde extérieur, quelqu'un qui sert de pont entre le conscient et l'inconscient. Et c'est cela le but, ne pas s'intégrer, traduire. La tâche du cerveau hypersensible n'est pas de devenir moins sensible, c'est de trouver des moyens de traduire sa perception unique pour un monde qui a désespérément besoin de ses perceptions. Mais comment faire cela dans la pratique? Laissez-moi vous donner un protocole hybride qui combine ce que Carl Jung a enseigné avec ce que les neurosciences d'Andrew Huberman ont validé. Premièrement, acceptez que vous ayez besoin de plus de temps de récupération. Andrew Huberman parle de l'importance du sommeil pour la consolidation de la mémoire et le traitement émotionnel. Pour le cerveau hypersensible, c'est encore plus critique. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité biologique. Deuxièmement, trouvez des formes d'expression qui ne dépendent pas de la compréhension immédiate des autres. Carl Jung recommandait l'imagination active, un processus de dialogue avec l'inconscient à travers l'écriture, l'art ou la méditation. Les neurosciences montrent que cette pratique renforce les connexions entre le Default Mode Network et d'autres réseaux cérébraux, améliorant l'intégration entre la pensée réflexive et l'action. Troisièmement, choisissez soigneusement avec qui vous partagez votre profondeur. Carl Jung a écrit que le type intuitif introverti apprend à garder des choses pour lui-même parce qu'il a été mal compris à de nombreuses reprises. Mais cela ne signifie pas l'isolement total. Cela signifie une sélectivité stratégique. Quatrièmement, utilisez le corps comme encre. Andrew Huberman souligne que l'état du corps influence l'état de l'esprit. Pour le cerveau hypersensible, des pratiques comme la respiration contrôlée, l'exposition au froid ou l'exercice physique peuvent aider à réguler le système nerveux hyperactif. Non pas pour étouffer cette sensibilité, mais pour créer une base stable, à partir de laquelle elle peut s'exprimer pleinement. Cinquièmement, reconnaissez que votre perception différente a une valeur inestimable. La société a besoin de personnes qui voient ce que les autres ne voient pas.
Elle a besoin de détecteurs ultrasensibles, capables de capter les nuances, les schémas, les possibilités. Elle a besoin de traducteurs entre le monde visible et le monde invisible. Carl Jung a consacré sa vie entière à étudier ces personnes, parce qu'il était l'un d'entre elles. Il a vécu l'expérience de voir des choses que les autres ne voyaient pas, de savoir des choses qu'il ne pouvait pas prouver, de ressentir des vérités qui ne tenaient pas dans des mots. Et il a trouvé son but, en traduisant ses perceptions pour un public, qui a progressivement appris à l'écouter. Andrew Huberman, bien qu'il ne parle pas directement de type psychologique, reconnaît qu'il existe des différences individuelles dans la façon dont les cerveaux traitent l'information. Il mentionne fréquemment que les protocoles qui fonctionnent pour la majorité peuvent ne pas fonctionner pour tout le monde. Et c'est particulièrement vrai pour le cerveau hypersensible. L'erreur la plus commune que les personnes ayant ce type de cerveau commettent est de tenter de s'adapter complètement au monde neurotypique. C'est tenter de supprimer leur sensibilité pour se fondre dans la masse. C'est comme essayer de faire fonctionner un piano comme une batterie. Vous pouvez y parvenir pendant un certain temps, mais vous gaspillez ce que l'instrument fait de mieux. Laissez-moi vous raconter quelque chose qui a changé ma perspective sur tout cela. Carl Jung a écrit dans ses mémoires que durant son enfance, il sentait qu'il portait deux mondes en lui. Un monde était celui de la réalité extérieure, de l'école, de la famille, des attentes sociales. L'autre monde était un univers interne de vision, d'intuition et de perception, que personne autour de lui ne semblait partager. Il a passé des années à penser que quelque chose n'allait pas chez lui, qu'il était étrange, qu'il devrait cacher cette partie de lui-même. Ce n'est qu'à l'âge adulte, après des années d'études et d'exploration, qu'il a compris que cette capacité à percevoir deux mondes n'était pas un défaut. C'était son plus grand don. C'était la base de tout ce qu'il apporterait à la psychologie humaine, le concept d'inconscient collectif, les archétypes, l'individuation, l'ombre. Tout cela est venu d'un homme qui a passé sa vie entière à traduire des perceptions que la plupart des gens ne pouvaient pas accéder. Et il a seulement réussi à faire cela parce qu'il a arrêté d'essayer d'être comme les autres, parce qu'il a accepté que sa façon de traiter la réalité était différente, et parce qu'il a trouvé une façon de traduire cette différence en quelque chose que le monde pouvait utiliser. Les neurosciences d'aujourd'hui valident de plus en plus ce que Carl Jung a entrevu, que le cerveau humain existe sur un spectre de sensibilité, que certaines personnes naissent avec des systèmes neuronaux qui captent plus, traitent plus en profondeur, ressentent plus intensément, et que ces personnes ne sont pas défectueuses, elles sont différentes, et différents, dans le contexte de l'évolution de la conscience humaine, signifie souvent nécessaire. Dans les commentaires, écrivez à quel âge vous avez réalisé que vous pensiez différemment. Écrivez le moment où vous avez su, sans aucun doute, que votre cerveau fonctionnait d'une manière que les autres ne comprenaient pas. Je veux savoir combien d'entre vous ont eu cette réalisation dans l'enfance et combien l'ont seulement découvert à l'âge adulte. Et si vous connaissez quelqu'un qui a passé sa vie entière à se sentir incompris, quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il n'y a rien de mal avec son cerveau, partagez cette vidéo, parce que ces vérités que Carl Jung a révélées et qu'Andrew Huberman a validées doivent arriver à ceux qui ont le plus besoin de les entendre. Carl Jung a dédié sa vie à étudier ces types psychologiques. Il savait que le monde avait besoin de toutes les formes de perception, que la diversité cognitive n'était pas un bug du système, mais une feature essentielle pour l'évolution de la conscience humaine. Et maintenant, plus de 100 ans plus tard, vous faites partie de cette histoire. Vous êtes l'un des 4 milliards. Vous portez un cerveau qui a été construit pour percevoir ce que les autres ne perçoivent pas, pour ressentir ce que les autres ne ressentent pas, pour savoir ce que les autres ne savent pas encore. L'incompréhension n'est pas votre destinée, c'est votre phase, jusqu'à ce que vous trouviez les autres, qui parlent la même langue, jusqu'à ce que vous découvriez que vous n'êtes pas seul, jusqu'à ce que vous réalisiez qu'être différent n'est pas être défectueux, c'est être exactement ce dont le monde a besoin.